Alors bonjour, je me présente, Romina Ferraud, coordonnatrice marketing et communication pour la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales. Il nous fait plaisir de vous introduire notre conférencier, Dr Sébastien Perrault. Ce dernier s'est joint en septembre 2013 au service de neurologie pédiatrique comme professeur adjoint de clinique au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine. Après avoir complété sa résidence en neurologie au CHU Sainte-Justine, il a entrepris un fellowship de 2 ans en neuro-oncologie pédiatrique à l'Université Stanford en Californie. En plus de la neurologie pédiatrique générale, il a développé une expertise dans le traitement et le suivi à long terme des patients atteints de tumeurs cérébrales. Sa pratique inclut également les complications neurologiques associées à la chimiothérapie et radiothérapie. Il co-dirige également la clinique de neurofibromatose. Lors de sa présentation, le Dr Perrault fera un survol des types de tumeurs pédiatriques, abordera les effets secondaires des traitements et les recherches en neuro-oncologie pédiatrique. Alors, à vous la parole, Dr Perrault. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Donc, au cours de la prochaine heure, on va discuter en fait effectivement des tumeurs cérébrales pédiatriques. On va regarder les différents types, des effets secondaires principaux des traitements associés aux tumeurs cérébrales et aborder quelques nouveautés en recherche. Donc, j'ai aucun conflit d'intérêt. Mais voilà, donc vraiment, on va décrire les tumeurs cérébrales les plus fréquentes en pédiatrie, reconnaître les effets secondaires des traitements et faire un survol des avancées en neuro-oncologie pédiatrique. Donc, quand on regarde l'incidence des tumeurs cérébrales dans la population, on voit vraiment qu'il y a un pic après 50 ans. Donc, c'est surtout chez les adultes après la cinquantaine, que ce soit des tumeurs plus malignes ou des tumeurs plus bénignes. Quand on regarde en pédiatrie, on voit que l'incidence est plus autour de 3,5 pour 100 000, ce qui peut paraître relativement peu fréquent. Par contre, quand on regarde en pédiatrie, on constate que c'est le deuxième cancer le plus fréquent, tout juste après les leucémies. Et en termes de groupe, c'est le type de cancer solide le plus fréquent. Puis, en raison de sa fréquence, mais aussi du fait qu'il y a beaucoup de ces tumeurs qui sont difficiles à traiter, c'est malheureusement la première cause de décès liée au cancer chez l'enfant. Donc, d'où l'importance de développer les recherches et les traitements en neuro-oncologie pédiatrique. Puis lorsqu'on parle des tumeurs en neuro-oncologie pédiatrique, on réalise que ce n'est pas un tout, en fait, mais que c'est plusieurs types de tumeurs. Et que c'est très différent de ce qu'on va voir en adulte aussi. Donc, en adulte, il y a des tumeurs habituellement de Bograne qu'on appelle les méningiomes, c'est des tumeurs de l'enveloppe du cerveau. Ça peut être même des découvertes fortuites. Donc, certains patients qui vont avoir des méningiomes qui vont être, par exemple, diagnostiqués après avoir fait une chute. Puis on fait un scan à ce moment-là, puis on trouve qu'il y a un méningiome, donc une petite bosse là, au niveau de l'enveloppe des méninges. Il y a beaucoup de patients qui ne développent pas de symptômes en lien avec ces tumeurs-là. Par contre, en adulte, on a les glioblastomes, qui sont les tumeurs malignes les plus fréquentes, et puis justement, on va apparaître là, habituellement après la cinquantaine. Et quand on regarde en pédiatrie, les tumeurs les plus fréquentes, c'est les astrocytomes pilocitaires. Donc, c'est des tumeurs de bas grade. Par la suite, il y a les tumeurs embryonnaires, qu'on va parler un peu plus tard, qui sont les tumeurs, si on veut, les malignes les plus fréquentes. Et on va également retrouver des tumeurs gliales malignes, des glioblastomes, mais moins fréquemment qu'en adulte. Et ça va être d'autres types, d'autres localisations. Puis même en pédiatrie, si on regarde à travers les groupes d'âge, la distribution des tumeurs et leur fréquence est très différente. Si on regarde les très jeunes enfants, donc de 1 à 4 ans, on va retrouver beaucoup de tumeurs embryonnaires. Mais également, dans ce groupe de tumeurs embryonnaires-là, certains sous-groupes, comme on appelle les atypical teratoid rhabdoid tumors. Donc, c'est un groupe vraiment caractéristique des jeunes enfants. Également, on a des tumeurs du plexus choréide qu'on va retrouver effectivement essentiellement chez les enfants beaucoup plus jeunes. Là. Par contre, quand on regarde les jeunes adolescents en 10 et 14 ans, on va encore voir des tumeurs embryonnaires, mais de façon moins fréquente. Et puis, si on regarde le groupe de tout à l'heure, les ATRT, c'est moins de 2 là, de l'ensemble des tumeurs qu'on va trouver dans ce groupe d'âge-là. Donc, beaucoup moins fréquent. Par contre, on va avoir plus de médulloblastomes, qui est un autre type de tumeur embryonnaire. Et si on regarde les tumeurs du plexus choréide, ici, c'est vraiment exceptionnel de retrouver des patients avec ce type de tumeur-là passé l'enfance. Donc, tout ça pour démontrer que
à travers les âges, bien, on va avoir différents types de tumeurs dans différentes localisations. Si on aborde quelques exemples de tumeurs cérébrales, donc on disait que justement les astrocytomes pilestères, c'est les tumeurs cérébrales les plus fréquentes. Les astrocytomes pilestères tirent leur nom du fait que quand on regarde à l'état frais, c'est-à-dire qu'on prend un bout de tumeur puis on le regarde sur le microscope, on voit ces longs prolongements qui ressemblent à des cheveux, donc d'où le nom. Et quand on regarde en microscopie des coupes de ces tumeurs-là, on voit que c'est des tumeurs quand même assez hétérogènes, mais qui ont peu d'activité mitotique. C'est-à-dire que c'est des tumeurs qui se développent relativement lentement. C'est des tumeurs qu'on va dire de bas grade, mais c'est rare qu'on va utiliser le terme bénin parce que pour beaucoup de ces patients-là, mais en fait, justement, c'est pas bénin à cause de la localisation puis de l'impact, par exemple, sur leur vision ou sur, par exemple, leur équilibre. Donc, on essaie d'éviter le terme bénin compte tenu de la connotation. Également, c'est important de préciser que les astrocytomes pilestères, c'est des tumeurs de bas grade, mais c'est très différent de ce qu'on va retrouver en adulte. Donc, ces astrocytomes pilestères-là n'ont pas tendance à passer, par exemple, d'un grade 1, un grade 2, 3 et 4. Donc, ça reste un grade 1. Puis, le pic d'apparence est surtout entre 7 et 10 ans. Ici, c'est 3 exemples de patients avec un astrocytome pilestère, mais qui ont un aspect très différent. Donc, le premier patient ici, c'est un gliome des voies optiques. Donc, les 2 nerfs optiques sont dilatés par la tumeur, puis un impact sur la vision à ce moment-là. Ici, ça, c'est l'astrocytome un peu pilestère classique, c'est-à-dire au niveau de la fosse postérieure. Là, on est situé au niveau du cervelet, en fait. Donc, on a cette lésion qui est ici, qui a un nodule rehaussant, donc un petit nodule, avec une cavité plus kystique à ce moment-là. Puis ici, on a un autre patient avec un astrocytome pilestère, mais un peu plus atypique, encore au même endroit, donc au niveau de la fosse postérieure, mais plus infiltratif au niveau du tronc. Puis on va revenir sur ces 3 exemples un peu plus tard. Lorsqu'on regarde au niveau des traitements, bien, en fait, le cas du milieu, c'est un peu le cas que les neurochirurgiens aiment bien parce qu'ils peuvent aller faire une résection habituellement complète, et puis ces patients-là n'ont pas besoin de traitement complémentaire. Par contre, quand on regarde les 2 autres patients, on peut s'attendre que justement, bien, la chirurgie n'est pas vraiment une option. Des fois, on va l'utiliser pour confirmer le diagnostic, mais ici, par exemple, le patient a quand même une vision préservée en partie. Donc, si on enlève, par contre, les nerfs optiques, bien, on perd la vision. Et puis, les buts du traitement, ça va être justement de préserver les fonctions visuelles. Donc, ce n'est pas vraiment une option ici. Même chose dans le cas ici, parce que, advenant le fait qu'on veut une résection complète, il va y avoir trop de symptômes neurologiques en post-opératoire parce qu'on va avoir touché des fonctions essentielles. Donc, les traitements, la plupart des astrocytomes pilestères, ça va être la chimiothérapie lorsqu'on ne peut pas les réséquer au complet, puis il y a une progression. C'est la chimiothérapie qui est à base d'alcaloïdes, c'est-à-dire c'est à base d'un dérivé de plantes. Dans beaucoup de centres, ça va être la vincristine et le carboplatin. Et c'est, comme vous voyez voir, c'est des traitements de 60 semaines, pratiquement toutes les semaines pendant plus d'1 an. Et une des raisons, c'est que c'est des tumeurs justement qui se développent, qui se divisent très lentement. Donc, on doit toujours, si on veut, donner un peu de chimiothérapie pour toucher ces cellules-là qui sont en phase de division et puis avoir un impact sur la progression de la tumeur. Au Canada puis au Québec, on utilise maintenant beaucoup la vinblastine, qui est également une chimiothérapie qu'on donne chaque semaine, mais comme vous pouvez voir pendant près de 70 semaines. Donc, c'est des traitements qui sont, si on veut, peu intenses, mais très longs, en fait. Puis, il y a toujours la radiothérapie, qui était, si on veut, un des traitements de choix il y a peut-être une vingtaine d'années. Mais maintenant, avec les avancées en chimiothérapie, on essaie de les garder pour une 3e ou 4e ligne, principalement en raison des effets secondaires associés à la radiothérapie qui sont non réversibles. Donc, on en discutera un peu plus tard. Puis quand on regarde l'évolution, c'est-à-dire que la plupart des patients vont survivre. Donc, c'est rare que ça va causer le décès des patients. Par contre, en raison de la localisation, comme par exemple au niveau des nerfs optiques, bien, ça peut entraîner une morbidité importante, donc justement une perte de vision. Aussi dans d'autres endroits, par exemple au niveau du tronc, ça peut entraîner des troubles de déglutition, des troubles d'équilibre et des faiblesses importantes. Ça, c'était pour les tumeurs plus de bas grade. Maintenant, si on regarde à l'opposé plus les tumeurs malignes, on avait parlé des tumeurs embryonnaires. Le nom vient du fait que c'est plusieurs petites cellules, qu'on dit des cellules bleues,
un aspect très monomorphe, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent beaucoup, et un aspect justement embryonnaire, là, très embryonnaire. Et ce que, contrairement aux astrocytomes pilestères, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de mitose, donc de division cellulaire. C'est des tumeurs qui se développent habituellement plus rapidement. Puis, la caractéristique de ces tumeurs-là, qui sont de grade 4, c'est que si on ne les traite pas, c'est-à-dire qu'on fait juste une résection, puis on ne fait pas de traitement complémentaire, ils vont avoir tendance à présenter des métastases au niveau du système nerveux central, c'est-à-dire d'autres tumeurs qui vont les développer, par exemple, dans d'autres parties du cerveau et principalement au niveau de la moelle. Les tumeurs embryonnaires comprennent majoritairement les médulloblastomes, mais aussi, comme on disait, les ATRT et d'autres tumeurs comme beaucoup moins fréquentes, mais qu'on peut voir également. Si on se concentre sur le médulloblastome, justement, c'est la deuxième tumeur la plus fréquente et la tumeur maligne la plus fréquente du système nerveux central. C'est principalement au niveau de la fosse, en fait, c'est essentiellement au niveau de la fosse postérieure, donc souvent centré sur le quatrième ventricule. Puis, comparativement aux astrocytomes pilestères, qui est dans la même localisation souvent, c'est des patients un petit peu plus jeunes. Historiquement, les médulloblastomes étaient essentiellement classifiés sur leur aspect histologique. Donc, on avait des formes plus classiques, desmoplasiques, plus anaplasiques, qui étaient considérées comme plus à risque plus élevé de récidive et de progression. Également, les risques de progression étaient basés sur la présence de métastases ou d'ensemencement leptoméningé. Comme ici, tout ce qu'on voit, en fait, c'est des tumeurs qui s'est déposée à la surface du cervelet ici. Et également, c'est-à-dire que si la chirurgie était incomplète et qu'il y avait un résidu tumoral important, les patients étaient catégorisés comme à haut risque de récidive. Ce qui avait un impact à ce moment-là sur les traitements. Donc, de façon générale, les médulloblastomes sont traités par chirurgie, donc on essaie d'enlever le plus de tumeurs possible, puis par la suite de radiothérapie et de chimiothérapie. Et sans entrer dans les détails, les patients avec bas risque ou risque standard recevaient une irradiation crânio-spinale de 23,4 Cray, ce qui veut dire que l'ensemble de la tête et de la colonne avait une radiation de 23,4 plus un bout, c'est-à-dire qu'on donne encore plus de radiothérapie au niveau du site tumoral. Chez les patients à risque plus élevé, on en donne plus de radiothérapie à ce moment-là. Pour ce qui est de la chimiothérapie, souvent ça fait suite à la radiothérapie, puis la durée varie selon les protocoles entre 4 mois et 12 mois. Essentiellement, ce qu'on va retrouver, c'est beaucoup de cisplatine, vincristine, souvent de la cyclophosphamide, avec des combinaisons parfois de d'autres agents également. Ça, c'est chez les patients qui sont habituellement en haut de 3 ans, puis souvent en haut de 5 ans. Chez les patients qui sont en bas de 3 ans, on va essayer d'éviter la radiothérapie en raison des effets, surtout neurocognitifs, qui peuvent être très importants chez ce groupe de patients-là. Donc, pour éviter la toxicité en lien avec la radiothérapie, on va utiliser la chimiothérapie de façon un peu différente, donc des plus hautes doses et souvent avec les mêmes agents par contre, avec parfois plus ou moins du méthotrexate intraveineux ou des ponctions lombaires avec la chimiothérapie. Puis par la suite, ça va être suivi d'autogreffe à ce moment-là. Donc, on essaie d'éviter la radiothérapie chez les patients en bas de 3 ans. Quand on regarde l'évolution des médulloblastomes, quand on regarde dans l'ensemble, on parle habituellement d'un taux de guérison à 5 ans d'environ 70 %, mais ça va être très variable en fonction de l'âge du patient, puis d'autres facteurs, comme par exemple la présence de métastases et comme on va voir de sous-groupes particuliers de médulloblastomes. Également, un tumeur qu'on trouve souvent au niveau de la fosse postérieure, c'est-à-dire près du cervelet, c'est les épendymomes. En fait, cette tumeur-là tire son nom du fait que, comme ici, on voit une petite lumière, c'est-à-dire ça recrée l'aspect de l'épendyme, c'est-à-dire le tapissage qu'on va retrouver au niveau des ventricules dans le cerveau. Donc, ça reproduit un peu une structure qu'on voit de façon normale dans le cerveau, mais à ce moment-là, qu'il y a une prolifération anarchique et anormale qui va entraîner le développement d'une masse. Donc, les épendymomes, c'est un grade 2 à 3, mais c'est pas très bien établi souvent la différence entre les deux. Là, chez les jeunes enfants, ça va être souvent au niveau de la fosse postérieure, donc encore ici dans le cas présent.
mais parfois on peut en retrouver au niveau des hémisphères, c'est-à-dire plus au niveau du cortex, et au niveau de la colonne. Souvent, chez les adultes, ça va plus être au niveau de la moelle. Et ce qui rend des fois les chirurgies plus difficiles, c'est que ça englobe souvent les nerfs crâniens. Donc, les nerfs crâniens sortent au niveau du tronc cérébral, mais cette tumeur-là a tendance à les englober, ce qui rend la résection plus difficile que, par exemple, pour les médulloblastomes ou les astrostomes pilostères. Puis, quand on regarde au niveau des traitements, on sait que la résection est très importante, mais autant c'est difficile, autant on essaie d'en enlever le plus possible. Et par la suite, surtout quand c'est au niveau de la fosse postérieure, il va avoir le rôle de la radiothérapie qui va venir complémenter les traitements. Mais par contre, contrairement au médulloblastome, ça va être une radiothérapie qui va être focale, c'est-à-dire qu'on va juste envoyer le traitement au niveau du site de la tumeur et non pas à l'ensemble du cerveau et de la moelle. Dans certains cas, on va utiliser par contre la chimiothérapie, soit avant la radiothérapie, soit après. Le rôle reste à déterminer, mais des fois, ça peut aider à justement diminuer la tumeur avant de retourner en chirurgie ou avant de compléter avec la radiothérapie. Pour les épendymomes, le taux de guérison encore là varie en fonction de l'âge, de la localisation, la résection, mais on parle d'environ 60%. Finalement, il y a les glioblastomes, qui est une tumeur très hétérogène en fait. Comme ici, on peut voir qu'il y a de la nécrose, alors qu'ici, il y a une prolifération vasculaire. Et c'est ces deux éléments-là en histologie qui vont vraiment permettre de poser le diagnostic des glioblastomes. En adulte, c'est la tumeur maligne la plus fréquente, comme on dit, avec un pic souvent après 45 ans. Puis en radiologie, ça a souvent cet aspect-là, vraiment très agressif, avec une prolifération rapide, de l'édème, puis d'effet de masse. L'effet de masse, c'est-à-dire que ça pousse contre l'autre hémisphère ici. Malheureusement, on va retrouver aussi les glioblastomes en pédiatrie. Donc, par exemple, ça c'est un cas d'un jeune garçon de 8 ans. Pour ce qui est au niveau des traitements, on va essayer de faire une résection lorsque c'est possible. Mais parfois, en raison de la localisation, c'est difficile parce que, par exemple, si on fait une résection, on peut entraîner une aphasie, c'est-à-dire que la personne peut être incapable de parler par la suite, ou de la faiblesse. Donc, ça va être une résection maximale, mais on veut préserver les fonctions neurologiques. Et puis, c'est d'autant plus difficile à réséquer que ce type de tumeur-là, bien qu'on voit, par exemple, si on retourne chez notre patient, ça semble être bien circonscrit, mais on sait malheureusement que la tumeur, elle est plus loin. En fait, elle est déjà rendue au niveau frontal ici, probablement au niveau pariétal, dans ce coin-ci, puis même de l'autre côté. Donc, si on enlève juste cette partie-là, souvent, c'est ce qu'on peut se permettre de faire, la tumeur, elle est déjà beaucoup plus loin et c'est une résection qui est partielle à ce moment-là. Les traitements vont être complémentés de radiothérapie, encore là focale, donc sur la zone qu'on pense tumorale, avec la chimiothérapie, comme en adulte, avec le témozolamide. Puis par la suite, après une petite pause, on va y aller avec du témozolamide, 5 jours par mois, plus du CCNU. Et tous ces médicaments-là, en fait, c'est par la bouche, par contre, contrairement à ce qu'on va donner pour la plupart des médulloblastomes et des épendymomes, par exemple. Donc, c'est un traitement qui ressemble beaucoup à ce qu'on donne en adulte, là, avec une durée d'environ 1 an également. Et ça, c'est un autre, si on veut, ça rentre dans la grande famille là, des tumeurs gliales de haut grade, c'est-à-dire agressifs, malignes. C'est un gliome diffus du tronc, qu'on appelle également maintenant un gliome diffus de la ligne médiane. Donc, normalement, le tronc, c'est au niveau de la protubérance, devrait être environ ici, c'est-à-dire beaucoup plus petit. Tout ce qui est blanc maintenant, c'est anormal, c'est la tumeur qui infiltre le tronc. C'est des patients qui vont se présenter parce que depuis 2-3 semaines, vont avoir des troubles d'équilibre, peuvent s'étouffer, voix double. Et puis, quand on fait la résonance, c'est ça qu'on voit. Malheureusement, on sait que ces patients-là vont pouvoir recevoir la radiothérapie, s'améliorer, mais c'est très difficile de les emmener vers une guérison. Et c'est un peu l'évolution, malheureusement, de tous les gliomes de haut grade, sauf exception. Les patients vont s'améliorer avec les traitements, mais il va y avoir une récidive habituellement locale qui va se passer dans l'année qui va suivre le diagnostic. Brièvement, là, sur les tumeurs germinales, c'est un grade 4 également. Donc, comme les médulloblastomes,
puis même les glioblastomes, mais l'évolution clinique est beaucoup plus favorable. Donc, les tumeurs germinales comprennent les germinomes, mais aussi des tumeurs germinales non germinomateuses. C'est relativement peu fréquent, par exemple au Québec. Par contre, il y a vraiment une prévalence plus importante dans l'Asie du Sud-Est puis au Japon. Donc, il y a une prédisposition génétique. On ne comprend pas encore tous les mécanismes derrière ça, mais vraiment, c'est plus fréquent dans cette région du monde-là. Puis, il va y avoir deux localisations assez caractéristiques. Donc, une au niveau de la tige hypophysaire. Donc, ici, c'est des patients qui vont se présenter avec un diabète insipide. Un diabète insipide, c'est des patients qui vont avoir toujours soif et uriner également. Donc, on va parler de polyurie et de polydipsie. Donc, ça peut aller jusqu'au point que les personnes vont prendre 8 litres d'eau par jour et de façon parallèle, justement parce qu'ils ne sont pas capables de retenir l'eau, si on veut, et ils vont aller uriner, par exemple, aux 30 minutes. Là. Mais des fois, c'est tellement insidieux que même ça fait 2-3 ans que les patients boivent beaucoup d'eau, ça passe un peu inaperçu. Il peut y avoir des retards de croissance associés en raison de la localisation et du fait que ça peut impacter l'hormone de croissance. Et l'autre localisation qu'on voit plus chez les garçons, c'est au niveau de la région pinéale. Donc ça, c'est ici. Et on peut présenter des difficultés avec le mouvement des yeux. Donc, ils vont moins bien voir, vont voir double, et de l'hydrocéphalie, parce que ça va bloquer la circulation du liquide au niveau du cerveau. Donc, l'hydrocéphalie va se présenter par des maux de tête, des vomissements, par exemple. Puis au niveau du traitement, on va parler de chirurgie, mais c'est souvent plus un rôle limité. Donc, au niveau diagnostic, il va y avoir une biopsie qui va être faite, on va confirmer que c'est un germinome et par la suite, on va enclencher les traitements. Et dans certains cas, on peut même se passer de la chirurgie si l'aspect radiologique est quand même assez classique et on a certains marqueurs circulant dans le sang qu'on peut doser puis qui nous confirment que c'est un germinome et à ce moment-là, on peut enclencher les traitements. Mais je dirais que de façon générale, on va quand même confirmer le diagnostic par une biopsie. Par la suite, ça va être chimiothérapie, donc 4 courts cycles avec surtout du carboplatin et l'étoposide, et par la suite, aller avec la radiothérapie. Donc, un ordre un peu différent des autres tumeurs. Donc, on commence par la chimiothérapie pour par la suite la radiothérapie. Et la façon qu'on le donne, c'est aussi différent, c'est-à-dire que c'est juste autour des ventricules. Donc, pas tout le cerveau, mais les ventricules, et pas au niveau de la moelle non plus. Donc, ça, c'est vraiment particulier au germinome. Et avec les traitements actuels, le taux de guérison est quand même très élevé. On parle de plus de 90 %. Et puis, c'est des patients qui peuvent malgré tout récidiver, par exemple 1 année ou 2 ans plus tard, mais qu'on peut reprendre les mêmes traitements parfois et avoir quand même une bonne réponse. Donc, c'est une tumeur qui répond très bien au traitement de chimiothérapie et radiothérapie. Lorsqu'on regarde les effets secondaires, bien, ça va être en lien évidemment avec les traitements puis l'intensité, donc les doses par exemple. Puis on peut en avoir au niveau de la chirurgie, chimiothérapie puis radiothérapie. Donc, au niveau de la chirurgie, bien sûr, il peut y avoir des risques de saignement, d'infection. Ce qui est un peu particulier aux tumeurs cérébrales, c'est le mutisme cérébelleux ou le syndrome de la fosse postérieure. On peut en voir jusqu'à 25 % des patients, surtout avec ce méduloblastome. Donc, c'est des patients qui vont être opérés, qui vont aller aux soins intensifs comme habituellement, qui évoluent bien. Donc, il n'y a pas eu de complications particulières, mais qui, de retour à l'étage, vont commencer à présenter justement une diminution au niveau du langage. Donc, les parents vont remarquer qu'ils parlent moins, qu'ils sont plus chigneux, qu'ils sont plus agités, ou à l'inverse, qu'ils sont plus apathiques. Puis, c'est des symptômes qui vont perdurer pendant environ comme 2-3 semaines, qui habituellement s'améliorent de façon importante, mais qui peuvent quand même laisser des séquelles neurocognitives. Et les raisons de ce mutisme cérébelleux-là ne sont pas tout à fait encore bien compris. On pense que justement c'est par un effet souvent d'étirement sur les pédoncules cérébelleux, c'est-à-dire le lien entre le tronc et le cervelet qui est fait, et puis qui peut causer ces symptômes-là. Donc, vraiment, c'est des choses à suivre, à connaître quand on voit les patients, parce qu'on se demande souvent qu'est-ce qui se passe et puis pourquoi est-ce qu'ils sont moins bien en post-opératoire. C'est souvent quelque chose de transitoire, mais on veut être proactif au niveau de la réadaptation. Donc, dès qu'on voit l'apparition de syndrome de fosse postérieure, on va impliquer physiothérapie, ergothérapie, puis également orthophonie. Pour ce qui est de la chimiothérapie,
En fait, c'est la plupart surtout des anciennes molécules pour la chimiothérapie, en fait, c'est des toxines. Donc, le corps va détecter justement que c'est des agents toxiques et puis ça va entraîner de la nausée et des vomissements. Donc, maintenant, on a des bons médicaments justement pour prévenir ces effets secondaires-là. Et c'est rare que ça va être des nausées réfractaires, là. Puis par la suite, les effets secondaires vont être en lien avec le mécanisme d'action de la chimiothérapie même, qui est d'affecter les cellules qui se divisent rapidement. Donc, les cellules qui se divisent rapidement dans le corps, on va en retrouver au niveau des follicules capillaires, donc au niveau des cheveux, des poils. Donc, c'est pour ça que quand on va donner, par exemple, des traitements pour les patients avec méduloblastome, la plus grande majorité vont perdre leurs cheveux à ce moment-là. Les autres cellules qui se divisent rapidement se retrouvent au niveau de la moelle osseuse. Au niveau de la moelle osseuse, c'est là qu'il va y avoir la production de globules rouges, globules blancs et de plaquettes. Donc, c'est pas étonnant qu'à ce moment-là, on va retrouver des patients qui vont avoir de l'anémie, des thrombocytopénies, donc une diminution des plaquettes, et ce qu'on va appeler des neutropénies, donc une diminution des globules blancs, principalement des neutrophiles. Donc, c'est pour ça qu'après avoir donné la chimiothérapie, on va suivre de façon régulière la formule sanguine pour regarder est-ce que le patient a besoin d'une transfusion sanguine, est-ce qu'il a besoin d'un suivi plus particulier, est-ce qu'il était plus à risque d'infection. Il y a des types de chimiothérapie particuliers qu'on utilise en tumeur cérébrale, notamment la vincristine, beaucoup pour les astrocytomes et les méduloblastome. La vincristine va causer des neuropathies. Les neuropathies, c'est une atteinte des nerfs, et plus les nerfs sont longs, plus ils vont avoir tendance à être affectés. Donc, c'est des patients qui, initialement, vont présenter de la faiblesse dans leurs pieds. Ils vont avoir la difficulté, par exemple, à marcher sur les talons. Mais éventuellement, c'est une faiblesse qui peut s'installer dans les mains. Donc, on peut voir, par exemple, que pour boutonner une chemise, c'est plus difficile. Pour écrire, ça peut venir plus laborieux à ce moment-là. Et il y a des atteintes sensitives qui peuvent être associées. Donc, justement, ça peut avoir soit de la douleur ou une diminution de la sensation. Et comme on retrouve des nerfs au niveau du tube digestif, on peut voir de la constipation associée. Dans la grande majorité des cas, c'est réversible, c'est-à-dire que quand on arrête de donner des doses de vincristine à la fin du traitement, on a une récupération qui est habituellement complète. Il y a toujours des fois des petits signes qui peuvent perdurer. Et le rôle, justement, notre rôle quand on voit ces patients-là, c'est-à-dire qu'on va les suivre de façon régulière, et si on voit qu'il y a trop d'atteintes, justement, neuropathiques, qu'il y a trop de faiblesse, on peut diminuer les doses, par exemple, de vincristine pour s'assurer qu'on garde une bonne fonction motrice durant les traitements. Le cisplatin, qu'on utilise beaucoup, par exemple, pour les méduloblastomes, lui, peut causer de l'autotoxicité, qui est en fait une atteinte de l'audition. Contrairement, par contre, à la vincristine, une fois qu'on a une atteinte de l'audition avec le cisplatin, en fait, c'est permanent. Donc, on doit suivre de façon rapprochée ces patients-là avec des audiogrammes, donc des évaluations audiologiques, souvent avant chaque traitement qui contient du cisplatin. Et si on voit qu'il y a une diminution qui est présente, on peut ajuster les doses ou les diminuer. Les atteintes sensitives sont beaucoup plus rares. Puis, par contre, ça peut donner aussi une atteinte rénale, donc on va suivre justement la fonction des reins. Finalement, le cyclophosphamide que vous avez vu passer là, pour les traitements des méduloblastomes, en fait, peut causer notamment une inflammation au niveau de la vessie, donc une cystite hémorragique. Mais à ce moment-là, on donne des médicaments pour prévenir cet effet secondaire-là. Et puis, on sait que c'est un médicament qui, selon les doses, selon l'âge, peut causer l'infertilité. Donc, c'est tous des effets secondaires qu'on connaît, mais qu'on doit et qu'on peut ajuster les doses pour diminuer les effets secondaires qui sont présents, mais qu'on doit discuter avec les familles et les patients lorsqu'on débute les traitements. Pour ce qui est de la radiothérapie, bien évidemment, encore là, les effets secondaires vont dépendre de la dose, mais également beaucoup de l'âge. Donc, plus les patients sont jeunes, plus ils sont sujets d'avoir des effets secondaires. Donc, quand on regarde à long terme, on peut avoir des effets au niveau de la sécrétion des hormones, donc des endocrinopathies. Ce qu'on va voir le plus souvent, c'est des retards de croissance. Donc, par exemple, après les traitements de radiothérapie, il va y avoir un ralentissement de la croissance. Donc, on va voir qu'au lieu, par exemple, de suivre le 50e percentile
au niveau de la taille comme les patients faisaient avant, mais on va avoir un certain décrochage à ce moment-là parce qu'il y a une insuffisance au niveau de la sécrétion de l'hormone de croissance. Également, on peut avoir des problèmes de thyroïde. On peut avoir de la surdité neurosensorielle, c'est-à-dire en plus du cisplatin qui peut être donné, qui peut toucher l'oreille, la radiothérapie peut également affecter l'audition. Donc, c'est des choses qu'on suit. Ça peut faire vieillir les vaisseaux du système nerveux central plus rapidement. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'artères qui vont irriguer le cerveau. À ce moment-là, ça peut faire un vieillissement prématuré, donc un risque plus important d'AVC. Des fois, les artères peuvent être plus serrées puis causer des problèmes au niveau de l'irrigation du cerveau avec un syndrome de Moya-Moya, par exemple. Puis, il peut également avoir des malformations vasculaires. Donc, c'est des choses qu'on peut voir après la radiothérapie. Habituellement, durant le suivi pédiatrique, ça ne pose pas de problème, mais à l'âge adulte, c'est important justement de continuer le suivi puis de diminuer les autres facteurs de risque, par exemple, au niveau vasculaire, comme par exemple le tabac, l'alcool. On va suggérer aux patients là, justement de ne pas fumer, faire de l'exercice. Puis, on traite les tumeurs, mais on peut également causer des tumeurs secondaires, c'est-à-dire on traite par exemple un méduloblastome, mais dans les 2-3 années qui suivent, peut développer par exemple un glioblastome ou une leucémie. Ça reste relativement peu fréquent, mais il faut être à l'affût également de ces complications-là. Puis ce qui en fait inquiète souvent la plupart des familles, c'est les atteintes neurocognitives en lien avec la radiothérapie. Encore là, ça dépend de la dose de l'âge. Ce qu'on peut voir, c'est l'attention qui peut être plus fragile, la mémoire à court terme qui peut être encore là plus difficile, la vitesse de traitement d'information. Donc, les enfants sont capables de réfléchir, de raisonner, mais des fois, ça leur prend un peu plus de temps. Et puis, par contre, ça peut se solder par des difficultés d'apprentissage. Donc, encore là, c'est important de poursuivre le suivi. Il y a des évaluations neuropsychologiques qu'on peut faire pour justement identifier les forces, mais également les faiblesses, puis mettre les ressources en place pour que le cheminement scolaire là, se fasse de façon le plus optimal possible et qui en fait qu'il y ait un épanouissement de l'enfant, puis qu'il puisse poursuivre ses études. Donc, si on regarde par contre au niveau des avancées, au niveau des tumeurs cérébrales, parce qu'on a vu qu'il y a des tumeurs qui malheureusement n'ont pas vraiment de traitement curatif, puis ce qu'on utilise comme traitement, il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc, il y a des nouvelles molécules qui sont mises de l'avant, et puis on va regarder certains de ces aspects-là. Donc, si on regarde récemment, en 2016, il y a une nouvelle classification au niveau des tumeurs cérébrales qui a été publiée. En fait, c'est que ça reprend certains éléments, puis sans aller dans les détails, ça permet de mieux classer les tumeurs, puis par la suite de mieux les étudier. Donc, vraiment, ça fait un peu le sommaire de où on est au point de vue des connaissances des tumeurs cérébrales. Et puis, comme par exemple, si on regarde les astrocytomes pleucitaires dont on parlait plus tôt lors de la présentation, donc on a 3 cas d'astrocytomes pleucitaires, mais quand on regarde l'aspect, c'est difficile à penser que c'est exactement la même tumeur. Donc, intuitivement, on a l'impression que c'est différent. Quand on regarde l'histologie, c'est la même chose, mais l'aspect radiologique, l'évolution n'est pas la même. Et de façon justement intuitive, ils ont le même aspect histologique, mais ils n'ont pas les mêmes mutations, donc les mêmes changements au niveau de la tumeur qui expliquent la localisation différente et le comportement différent. La plupart des astrocytomes pleucitaires, en fait, maintenant, on sait qu'ils ont une activation de la voie MAP kinase, qui est en fait une voie de signalisation qui dit à la tumeur à la cellule de progresser. Puis, il peut y avoir différentes mutations qu'on peut retrouver comme NF1, comme chez les patients avec la neurofibromatose de type 1. Il y a d'autres mutations et réarrangements plus caractéristiques, comme des fusions et des mutations. Ce qui est intéressant, une fois qu'on sait ça, par contre, c'est qu'on peut se demander est-ce qu'il y a de la place pour les thérapies ciblées. Parce qu'on sait que c'est possible d'utiliser maintenant des molécules qui vont freiner le développement de certaines tumeurs. Ici, ça c'est des SEGA, donc des subependymal giant cell astrocytoma. C'est des tumeurs de bas grade qu'on va essentiellement retrouver avec la sclérose tubereuse de Bourneville.
Et c'est une maladie qui a une anomalie dans une autre voie qu'on appelle mTOR. Et puis, il y a des inhibiteurs spécifiques. Et ce qu'on sait, c'est qu'en donnant l'éverolimus, qui est un inhibiteur spécifique, on est capable d'avoir une diminution de la taille du volume de la tumeur. Avant, c'était surtout les interventions chirurgicales qui étaient faites. Maintenant, on peut plus contrôler cette tumeur-là en donnant des inhibiteurs spécifiques. Donc, c'était une des premières molécules qui est utilisée de façon ciblée pour les tumeurs cérébrales. Puis maintenant, on a des inhibiteurs de MEK qui n'ont pas été développés initialement pour les tumeurs cérébrales, mais pour d'autres types de cancers, notamment les mélanomes. Et les inhibiteurs de MEK vont principalement jouer ici. Donc, dans la voie MAP kinase, dont on parlait tantôt, qui était activée avec les astrocytomes pilestères. Et on sait que cette voie-là est activée justement chez les patients avec neurofibromatose de type 1, notamment dans les neurofibromes plexiformes. Les neurofibromes plexiformes, par exemple, c'est un exemple plus superficiel. C'est un exemple d'un neurofibrome plexiforme plus profond. C'est une infiltration d'une tumeur qui est de bas grade au niveau des nerfs. Donc, ici, on se retrouve au niveau des nerfs proches des fesses. Et comme on peut voir, ça ressemble presque à de la cire de chandelle, donc très infiltratif. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de traitement vraiment efficace. On pouvait en enlever une petite partie, mais jamais au complet, parce que si on enlève le nerf au complet, on va avoir de la faiblesse, par exemple, qui va s'installer. Et à peu près tous les types de chimiothérapie ont été essayés pour ce genre de lésions-là, qui progressent, mais toujours un peu lentement. Il n'y avait rien qui était efficace, jusqu'à temps que justement on utilise des inhibiteurs de MEK, et ça a vraiment fait comme une révolution dans ce domaine-là. Donc, par exemple, ça c'est un exemple. Toutes les lignes ici, c'est des plexiformes qui, en termes de volume, progressaient, et ça malgré certains traitements qui étaient mis de l'avant. Et ici, on commence la médication, le sulimétinib, qui est un inhibiteur de MEK, et on voit qu'il y a une diminution importante. Et ça, c'est de façon, justement, c'est une patiente qui était traitée avec sulimétinib, et on voit que, sans même prendre des mesures, que cliniquement, il y a une différence importante chez ces patients-là. Le problème, avec ce genre de molécules-là, c'est que, par exemple, si c'est un patient, son plexiforme progressait, on commence des traitements, on a une diminution importante, mais ici, le patient a dû arrêter parce qu'il y avait un problème cardiaque associé avec cette chimiothérapie-là. Donc, on a arrêté transitoirement, mais on voit que rapidement, la tumeur a repris du volume avant de rediminuer une fois que le traitement a été redébuté. Donc, on sait que ça fonctionne, que ça fonctionne même rapidement, mais chez plusieurs patients, notamment avec les neurofibromes plexiformes, c'est difficile d'arrêter complètement cette médication-là. Et on ne sait pas pendant combien de temps on doit les traiter. Donc, est-ce que c'est pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans? Donc, c'est un peu la question qui demeure. Et c'est les autres études de phase 2 et de phase 3 qui vont permettre vraiment de mieux comprendre l'évolution de ces tumeurs-là avec le traitement avec les inhibiteurs de MEK. Par la suite, on peut se demander, bien, justement, est-ce que cette molécule-là peut être efficace pour le traitement des gliomes de bas grade, notamment des astrocytomes pilestères, parce que c'est un peu le même concept. Donc, ici, ça ne se pose pas trop comme problème. On ne veut pas utiliser de chimiothérapie ou d'inhibiteurs de MEK parce qu'on sait qu'on peut l'enlever. Par contre, ici, lorsqu'une chimiothérapie est inefficace, de base, que ce soit vincristine ou carboplatin ou vinblastine, bien, peut-être qu'on aurait de la place pour des inhibiteurs spécifiques. Et de façon parallèle à l'étude qui a été publiée avec les plexiformes, peu de temps après, il y a une étude qui a été publiée pour les gliomes de bas grade qui ont été traités avec le même inhibiteur, donc avec le sulimétinib. Et en fait, c'est une étude de phase 1. Donc, le but, c'était vraiment de montrer que la molécule était bien tolérée et pas démontrer l'efficacité. Par contre, même avec un petit nombre de patients, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, il y a la ligne 0 et tout ce qui est en bas, c'est une diminution du volume, le pourcentage de changement de la tumeur. Donc, la plupart des patients ont présenté une diminution de la taille de leur tumeur avec cette molécule-là. Donc, il est encore trop tôt pour vraiment déterminer quelle est l'efficacité, mais c'est des molécules qui sont très prometteuses. Ici, c'est l'exemple d'un patient que nous, on suivait, qui était réfractaire au traitement conventionnel et qui, après des traitements avec le trametinib, donc qui est un autre cousin, si on veut, du sulimétinib, un inhibiteur de MEK, on voyait qu'il y avait une différence dans la taille de la tumeur.
ne font pas complètement, donc ça ne disparaît pas, mais vraiment, au lieu d'avoir une croissance constante, comme on avait avant, une fois qu'on commence le traitement, on a plutôt une diminution. Donc, c'est des molécules qui sont intéressantes parce que ça permet d'avoir d'autres options thérapeutiques qu'on n'avait pas il y a même 2-3 ans. Et c'est pour cette raison-là qu'on a mis sur pied avec nos collègues, notamment de McGill, donc Dr. Natasha Bado et Dr. Valérie Larouche de Québec, une étude pan-canadienne où on va traiter les patients qui sont réfractaires au traitement, qui aient NF1 ou pas, mais également pour les néophyromes plexiformes, puis les gliomes de bas grade avec différentes mutations. Donc, on va mesurer la réponse chez ces patients-là, mais également la qualité de vie, l'aspect neuropsychologique également, qui va être des données importantes qu'on va recueillir. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des avancées qui sont faites, et puis, ça évolue quand même rapidement. Et donc, je pense qu'au cours des prochaines années, on va pouvoir probablement intégrer les inhibiteurs de MEK dans le traitement des gliomes de bas grade et des neurofibromes plexiformes. Si on vient au niveau des méduloblastomes, il y a aussi des avancées qui ont été faites. Donc, comme on disait initialement, il y avait la classification en fonction de l'histologie. Il faut se rendre compte que l'histologie, c'est basé sur l'aspect en microscopie. Puis la microscopie, ça fait quand même plus de 100 ans que ça a été développé. Et ça a complètement peu évolué. Donc, on a des nouveaux marquants, des nouvelles lentilles, mais il reste qu'on regarde l'aspect au microscope de la tumeur. Ce qui est arrivé, c'est qu'au cours des 20 dernières années, bon, il y a beaucoup d'analyses moléculaires qui ont été développées, mais surtout au cours des 6-7 dernières années, des appareils qui sont beaucoup plus puissants, qui permettent de faire des analyses moléculaires beaucoup plus poussées des méduloblastomes et des autres types de tumeurs. Ce qu'on sait maintenant, c'est que les méduloblastomes, qu'on pensait plutôt un groupe uniforme, comprend au moins 4 groupes moléculaires. Donc, on parle de Wnt, Sonic-Hedgehog, groupe C et groupe D, qui est groupe 3 et groupe 4. Donc, ces deux groupes-là sont un peu moins bien définis, mais les groupes Wnt et Sonic-Hedgehog, on comprend un peu mieux leur mécanisme, puis les voies de signalisation qui sont impliquées dans ces méduloblastomes-là. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut dire, bon, au niveau moléculaire, ils sont différents, mais aussi l'évolution de ces tumeurs-là est différente en fonction du sous-groupe. Donc, les Sonic-Hedgehog, c'est la ligne rouge ici. On voit que ça apparaît chez les très jeunes enfants, mais aussi chez les patients beaucoup plus vieux, donc les jeunes adultes, par exemple. Et le groupe Wnt, beaucoup moins fréquent, mais chez les enfants un peu plus âgés. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que, par exemple, les groupes Wnt ont un pronostic excellent, c'est-à-dire que la plupart des patients vont survivre, ce qui nous amène à demander, bien justement, est-ce qu'on peut peut-être diminuer l'intensité des traitements chez ces patients-là, donc diminuer la radiothérapie et diminuer la chimiothérapie. Au niveau des Sonic-Hedgehog, bien justement, la survie est autour de 75%. On sait que, par contre, au sein de ce même groupe-là, il y en a qui vont évoluer moins bien quand il va y avoir des mutations spécifiques. Donc, on peut justement peut-être traiter de façon un peu différente, de façon plus intensive ces patients-là. Et puis, comme il y a des mutations spécifiques dans cette voie-là de Sonic-Hedgehog, mais il y a des inhibiteurs maintenant qui sont disponibles. Et on peut se demander est-ce que ces inhibiteurs-là ne pourraient pas être intégrés au traitement standard des patients avec méduloblastome, Sonic-Hedgehog, afin d'améliorer leur outcome. Donc, comme on disait jusqu'à récemment, c'est un peu l'approche traditionnelle avec radiothérapie et chimiothérapie standard. Mais maintenant, il y a des études justement qu'on ouvre qui vont justement tenir compte de ces sous-groupes moléculaires-là, que ce soit le Wnt, comme par exemple on disait meilleur pronostic, donc on diminue au lieu d'avoir 23,4 Gray, on diminue la radiothérapie pancranienne et puis on donne un petit peu moins de chimiothérapie. Sonic-Hedgehog, maintenant pour les patients plus vieux, on peut donner les traitements avec des inhibiteurs sélectifs. Et puis les groupes 3-4, qui justement habituellement peuvent aller moins bien, surtout en présence de métastases, par exemple, on va donner d'autres types de chimiothérapie un peu plus intensives pour essayer d'améliorer le pronostic de ces patients-là. Et on sait maintenant que, en fait, les méduloblastomes ne comprennent pas vraiment juste 4 sous-groupes, mais maintenant près de 12 sous-groupes. Donc, c'est intéressant de comprendre justement
tous ces aspects moléculaires-là. C'est des aspects moléculaires qui ont un impact sur le pronostic, donc on essaie de l'intégrer quand on décide des traitements, qu'on discute avec les familles, mais ça rend également, si on regarde les développements d'études thérapeutiques beaucoup plus difficiles parce qu'en fait, c'est déjà des tumeurs qui sont relativement peu fréquentes comparativement en adultes. Mais là, on divise ça en petits sous-groupes, ce qui fait en sorte que pour savoir est-ce que notre traitement est efficace pour un sous-groupe particulier, ça devient plus difficile. Donc, intéressant, mais ça aussi, ça a son lot de défis à ce moment-là. Il y a des nouvelles approches qui ont été développées, et ça veut dire que ça va être des approches qui vont nécessairement être intégrées de façon conventionnelle à tous les types de tumeurs, mais je peux dire qu'il y a des avancées qui sont faites, notamment le Tumor Treating Field. Donc, en fait, le concept, c'est qu'on crée des courants qui vont affecter la division cellulaire, en fait, au niveau des fuseaux mitotiques. Donc, c'est un peu quand la cellule se divise, il y a deux pôles qui vont s'établir et ces champs magnétiques-là vont créer l'interférence avec ces pôles de division-là et emmener éventuellement ce qu'on veut, avoir une mort cellulaire des tumeurs. Donc, en fait, ces électrodes comme ça qui sont déposées à la surface du crâne, donc les cheveux doivent être rasés et il y a les fils qui sont reliés à une batterie qui va fournir le courant. Habituellement, c'est bien toléré, mais ça doit être porté plus de 23 heures, idéalement là, sur 24. Donc, les patients peuvent l'enlever pour prendre une douche, mais c'est à peu près tout. Plus on le porte longtemps, on pense que mieux est la réponse. Mais justement, avec le courant, les électrodes, la colle, mais en fait, c'est plus des effets locaux là, des dérivations qui vont être qu'on va voir comme effet secondaire. Puis l'étude a été publiée là, en 2015 qui montrait que il y a au niveau de la progression-free survival, donc au niveau de avant que la tumeur revienne, il y avait une différence d'à peu près 3 mois. Puis au niveau de la survie, il y avait une différence de 3-4 mois qui a été démontrée. Donc, on voit que la survie à long terme reste marginale, donc c'est moins de 20%. Ici, c'est pour le progression-free survival. Puis au point de vue de la survie à long terme, reste autour de ça, justement 30-20%, mais qui a un certain avantage à utiliser cette approche thérapeutique-là. Donc, il y a encore des études qui sont faites, à savoir justement est-ce que ça devrait être intégré de façon standard à tout le monde. Mais c'est des approches thérapeutiques qui sont en développement. En pédiatrie, c'est beaucoup moins clair, donc il y a des études qui sont en cours. Les types de glioblastomes habituellement sont différents en pédiatrie, donc beaucoup plus profonds, plus au niveau de la ligne médiane et puis au niveau du tronc. Donc, comme c'est des électrodes en surface, on pense que ça pourrait être peut-être moins efficace. Et justement, le profil moléculaire, l'évolution est également différente. Donc, c'est pas certain qu'on va voir ce même avantage-là en pédiatrie. Donc, c'est vraiment pour l'instant, c'est juste disponible sous forme d'études. D'autres approches qu'on entend parler beaucoup, c'est les approches d'immunothérapie. Donc, on sait depuis longtemps que les patients qui ont une prédisposition à avoir de l'eczéma, qui ont une prédisposition à de l'asthme ou autre, ont moins de tumeurs cérébrales de façon générale. Et donc, un des concepts des tumeurs, c'est qu'ils ont tendance à s'évader du système immunitaire. Donc, on veut trouver des façons d'augmenter la reconnaissance du système immunitaire pour qu'il puisse cibler la tumeur, en fait. Puis, il y a différentes façons de le faire. Mais essentiellement, c'est qu'on peut utiliser des anticorps qui vont justement booster cette réponse immunitaire-là envers la tumeur. Donc, ça, par exemple, c'est un exemple de patient qui, après des traitements standards, a été traité avec le nivolumab, qui est un checkpoint inhibitor, et on voit qu'il y a une réponse intéressante là, post-traitement. C'est des approches qui sont très efficaces pour justement les mélanomes. Les études sont en cours pour les glioblastomes en adultes. Il y a une certaine efficacité, mais c'est sûr que la réponse n'est pas aussi spectaculaire qu'on a vu dans d'autres types de cancers. Par contre, pour certains patients, notamment en pédiatrie, avec des syndromes génétiques particuliers, par exemple les
les bialléliques mismatch repair syndrome, c'est-à-dire c'est des patients qui vont avoir une prédisposition à développer différents types de cancers, notamment des glioblastomes. En fait, c'est parce qu'il y a une mutation qui les prédispose à développer des cancers parce qu'il n'y a pas il y a toujours plus d'erreurs qui vont se faire lors des divisions cellulaires. Et c'est des patients que dans leur tumeur, il y a un taux important là, de mutations puis de néoantigènes, c'est-à-dire qu'il y a plus de cibles que l'immunothérapie peut reconnaître. Tout ça pour dire que chez ces patients-là, l'immunothérapie est plutôt le traitement maintenant standard, et puis on peut avoir des réponses spectaculaires, mais ça reste une minorité de patients. Donc voilà, en fait, c'est un survol un peu des tumeurs cérébrales pédiatriques qu'on voit le plus fréquemment, des effets secondaires, puis également des dernières avancées qui laissent justement présager que il va y avoir beaucoup de développement au cours des prochaines années pour améliorer la survie de ces patients-là, mais également en même temps diminuer la morbidité et les effets secondaires. Donc, en terminant, je voudrais juste remercier tous mes collègues là, qui travaillent à l'hôpital Sainte-Justine, qui permet justement de suivre ces patients-là, de les accompagner dans les moments des fois plus difficiles et qui, sans eux, genre toute cette équipe-là, on pourrait pas avoir un suivi puis un accompagnement des patients aussi comme on a besoin. Et puis nos collègues aussi, par exemple de McGill et de Québec, là, qui permettent, avec qui on développe des études, et tous les organismes subventionnaires, là, dont justement la Fondation des tumeurs cérébrales du Canada, là, qui supporte les projets de recherche et le support aux patients. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Perrault, pour la présentation.